Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé ce mercredi 25 mars à 8h30 local, soit 6h30 temps universel en Turquie. Le chef de l'État va effectuer une visite officielle de 4 jours dans ce pays, au cours de laquelle de nombreux accords seront signés. Les éléphants préparent les deux matchs amicaux qu'ils vont disputer demain jeudi contre l'Angola et le samedi contre la Guinée équatoriale. Ils étaient au stade Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en Turquie pour une visite officielle à partir de ce mercredi et ce jusqu'au samedi. Au cours de cette visite, le chef de l'État sera reçu par les hautes autorités de la Turquie. Il aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Habiba Dambélé. Ankara, la capitale de la Turquie, accueille le président de la République de Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 4 jours. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara aura un tête-à-tête avec son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, et procédera à la signature de plusieurs accords de coopération. Le chef de l'État sera l'invité de marque de la Grande Assemblée nationale de Turquie et prendra part au forum d'affaires entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. La Turquie est un pays important dans le monde, c'est une grande économie, un grand peuple, et pour nous donc c'est une opportunité de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de diversifier et de renforcer ses relations internationales. La Turquie est un pays que je connais bien, puisque je m'en suis occupé quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international. C'est un pays important et aussi c'est pour cela que nous avons renforcé nos relations diplomatiques avec ce grand pays depuis mon arrivée aux affaires en 2011. Donc c'est un pays sur lequel nous comptons pour investir et pour développer les relations commerciales avec la Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi-même sommes très heureux d'être là. La délégation ministérielle conduite par le ministre d'État Charles Kofi Dibi est déjà à pied d'œuvre. Je pense que nous aurons l'occasion de vous dire que nous aurons à signer de nombreux accords dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de nos concitoyens. Le président de la République va également visiter plusieurs sites touristiques et religieux, notamment le mausolée d'Atatürk, le palais Topkapi, le musée Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Le président de la République Alassane Ouattara, avant son départ pour la Turquie, a créé la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Monseigneur Awana Siméon a été nommé à la tête de cette institution. Autre nomination du président de la République, Seydou Elimane Diarra, ancien premier ministre, le nouveau président de la haute autorité à la bonne gouvernance. Il remplace Afin Kwasi, qui est l'actuel président de la Cour suprême. Nous vous proposons le communiqué de la présidence de la République, lu par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République a procédé ce mardi 24 mars 2015 à 2 nominations. Je vous donne lecture du premier communiqué. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce mardi 24 mars 2015 l'ordonnance numéro 2015-174 portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, dénommée CONARIV. Cette commission a pour objet de parachever les travaux de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et de procéder à l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le président de la République a par ailleurs procédé à la nomination de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, en qualité de président de la CONARIV. Je vous donne à présent lecture du second communiqué. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 24 mars 2015
à la nomination de M. Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre, en qualité de président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette nomination intervient à la suite de la nomination de l'ancien président de cette institution, M. René François Afin Kwasi, en qualité de président de la Cour suprême, fait à Abidjan le 24 mars 2015. Je vous remercie. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Aux normes des décisions de ce Conseil des ministres, la création de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises. Viviane Aïmer. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est réuni ce mardi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au menu de ce conseil, la mise en œuvre effective de la mesure d'indemnisation des victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues. À cet effet, le conseil a décidé la création d'une structure chargée de l'indemnisation des victimes. Cette structure est dénommée Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, en abrégé la CONARIV. La CONARIV a pour mission de parachever le travail qui a été jusqu'à récemment celui de la CDVR, par la recherche et le recensement des victimes, des ayants droit des victimes non encore recensées, par la typologie à faire de ces victimes-là, de même que la typologie des indemnisations à faire. Cette commission aurait également pour mission de faire des propositions en vue de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens causés lors des crises survenues dans notre pays. Cela avait été annoncé il y a quelque temps. Le Conseil des ministres de ce mardi vient de prendre un décret de création du guichet unique de la construction. L'objectif assigné par le Conseil à ce guichet unique, réduire les délais pour la délivrance du permis de construire. Le délai initial était de 465 jours au moins. Désormais, il sera de 90 jours. Le Conseil des ministres a fixé au 1er avril l'ouverture de la campagne intermédiaire cacao. Le gouvernement a décidé de maintenir le prix d'achat à 850 francs le kilo de fèves de cacao. Premièrement, cette campagne intermédiaire s'ouvrira le 1er avril. Ouverture de la campagne intermédiaire cacao. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la campagne principale pour cette campagne intermédiaire. Autrement dit, le prix qui était précédemment de 850 francs demeure pour la campagne intermédiaire. Si l'objectif est d'assurer un revenu stable aux planteurs de cacao, l'option de la transformation sur place du cacao ivoirien est aussi envisagée, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Transformer le cacao, c'est créer plus de valeur localement. C'est donner des emplois aux Ivoiriens, c'est apporter plus de ressources à l'État, c'est contribuer au développement de notre industrie et puis c'est apporter notre part au commerce international, c'est apporter notre part aux échanges internationaux dans lesquels l'Afrique malheureusement est encore trop faible. J'allais dire donc c'est quand même beaucoup de raisons qui nous amènent à travailler à la réalisation de cet objectif-là. Nous sommes aujourd'hui aux environs de 30% de notre production traitée localement, mais seulement en première transformation. L'objectif, évidemment, c'est d'aller jusqu'au produit fini. Presque un mois après la mise en service de la station d'eau de Bonois, prévue pour accroître la fourniture d'eau dans tout le district d'Abidjan, quelques zones connaissent encore des difficultés d'approvisionnement. Le porte-parole du gouvernement a donné un éclairage sur ce fait. Après la mise en route de Bonois, la production d'eau suffit à couvrir la totalité des besoins de la ville d'Abidjan. C'est ça qui est vraiment important à dire aux populations. Mais comme nous l'avons indiqué, ensuite il faut transporter, il faut distribuer. Et ça, ce travail est en cours. Il y a des canalisations d'eau qui n'avaient pas reçu d'eau depuis une quinzaine d'années. Donc imaginez dans quel état elles se trouvent aujourd'hui. Dans certains cas, des quartiers se sont créés avec des tuyaux d'amener d'eau, mais qui sont trop petits, qui sont trop étroits.
et qui explose à cause de la pression qui est aujourd'hui dans les tuyaux. Vous voyez, ce sont des questions qui sont en train d'être traitées au cas par cas pour l'ensemble de la ville d'Abidjan. C'est l'une des priorités du chef de l'État, faire en sorte que nos populations aient l'eau, qu'elles aient l'électricité, qu'elles aient la santé, qu'elles aient l'éducation. Le gouvernement sera en séminaire le 27 mars prochain pour étudier la mise en œuvre de cette promesse de campagne du président de la République, à savoir la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Pour la deuxième fois cette année, les députés ont écourté leurs vacances parlementaires. Ils sont de retour à l'hémicycle pour une deuxième session extraordinaire ouverte ce mercredi même pour une semaine. Elle est consacrée à la modification du code électoral. Il s'agira pour les représentants du peuple de discuter et d'adopter des aménagements au code électoral qui va organiser des élections ouvertes, consensuelles et apaisées après celle de sortie de crise. Le reportage complet de Léon Brou-Kwame dans l'édition de 20h. Tout à fait autre chose. Un hommage a été rendu hier mardi à l'ex-grand médiateur honoraire de la République de Côte d'Ivoire. Mathieu Ekra est décédé le 22 février dernier. Il avait 98 ans. Témoin pour RTI 1, Jérôme Kofi Abolé. Hommage de la nation à Mathieu Ekra. L'ultime suite à son décès le 22 février 2015 dans sa 98e année. Cérémonie voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. La présence aux côtés du président de la République de nombreuses personnalités ivoiriennes et de celles venues d'ailleurs sur l'esplanade du palais présidentiel témoigne de la grandeur du disparu. Cela au regard des combats menés avec le président Félix Houphouët-Boigny pour faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et prospère. L'oraison funèbre pour en faire cas a été lue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan après que le président de la République Alassane Ouattara s'est incliné devant la dépouille de Mathieu Ekra pour ainsi dire saluer sa mémoire et exprimer au nom de tous les Ivoiriens toute sa reconnaissance en tant que chef de l'État. S'il fallait retenir en bref une image du doyen Mathieu Ekra, je citerai ces mots extraits du communiqué de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République, suite à son décès. Citation, le doyen Mathieu Ekra était une grande figure de l'histoire de notre pays. Un homme que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, appréciait pour sa loyauté, sa rigueur et son sens de responsabilité. C'était un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Fin de citation. Suite à l'ex-grand médiateur honoraire de la République de Côte d'Ivoire, Mathieu Ekra, sera enterré demain jeudi. 91e session ordinaire du Conseil international du cacao. Cette rencontre qui a débuté hier en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan va durer 4 jours. Elle sera l'occasion pour les représentants des pays producteurs et consommateurs d'échanger sur les questions liées à l'évolution des prix du cacao sur le marché international. Le préfet du département de Séguélan, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, a procédé il y a de cela quelques jours à l'installation d'un comité pour veiller au respect du prix borchon de l'anacade dans son département. Témoin, Thérèse Tapeyoboué. Le comité de veille mis en place à Séguélan est élargi au directeur départemental de l'agriculture, à la brigade de gendarmerie, aux agents des eaux et forêts, à la direction régionale du commerce et aux représentants du Conseil du coton et de l'anacade. Ce comité a pour mission de faire respecter le mode de commercialisation de la noix de cajou dans le département. Benjamin Nanou, préfet de Séguélan, a profité de la cérémonie pour inviter les acteurs véreux qui ont coutume de s'installer sur la route de son département à mettre fin à leurs actions. Pour lui, les tests prévoient 2 lieux d'achat, à savoir dans les localités des producteurs et aux magasins en ville, pas sur les routes. Aux parents de faire attention à tous ceux qui viennent les rencontrer sur le chemin pour se présenter comme des pisteurs et puis prendre leurs produits dans des bols ou alors des boîtes de tomates. Ces gens-là, nous n'avons aucune garantie
de la fiabilité de leur bonne foi. Et donc cette année, nous avons décidé de tout faire pour que ces personnes-là n'exercent pas dans le département. Quant au chef d'antenne du coton et de l'anarcade de la région, Nabala Soro, il a rappelé les différents prix Borchamp à 275 francs le kilo, un prix magasin à 300 francs le kilo et 360 francs à l'exportation. Il a appelé les acteurs à travailler dans le strict respect des textes pour une bonne campagne 2015. Nabala Soro a invité les acteurs au travail dans la discipline et le respect des textes qui régissent la commercialisation de l'anacade en Côte d'Ivoire. Il se tient ici à Abidjan depuis lundi et ce jusqu'à demain jeudi la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France. Thème des travaux ouverts officiellement hier mardi par le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus, le représentant du président de la République Alassane Ouattara. Les grandes chancelleries hier, aujourd'hui et demain. Léon Broukwame. Après 2007, Abidjan à nouveau laboratoire pour la culture du mérite en Afrique francophone subsaharienne et en France. Jusqu'à ce jeudi, 13 pays de cet espace vont travailler à trouver les actions susceptibles de redynamiser les grandes chancelleries pour une bien meilleure promotion du mérite. Ils devront donc passer au scanner ces institutions de reconnaissance et de valorisation du mérite depuis la période précoloniale à ce jour. L'entame des travaux, une occasion pour la grande chancelière de l'ordre national d'informer ses hôtes sur quelques pans de la réforme du mérite impulsée par le président Alassane Ouattara. La grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire a donc décidé de conduire un programme de distinction en direction des faiseurs de paix, qui prennent des initiatives pour créer ou sauvegarder des emplois. Sur le bilan de la conférence des grandes chancelleries créées en 2003, son président sortant, le grand chancelier du Niger, fait remarquer la solidarité agissante entre leurs institutions, aussi bénéficiaires d'importantes mutations, ce qui fonde l'espoir du ministre d'État Albert Mabry-Touakeus à l'idée que les travaux du 7e congrès, le deuxième du genre en terre d'Eburnie, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a bien compris la place donc de la grande chancellerie dans notre État, a donc dévancé vos recommandations de Niamey en confiant la grande chancellerie de Côte d'Ivoire à une femme. Chantier qu'elle est en train, au fil des mois, au fil des années, de consolider solidement. Invité d'honneur de la 7e conférence des grandes chancelleries, le Bénin, sa grande chancelière, Dr Oseni Kouboura, encourage cette initiative. C'est un bel exemple de coopération sud-sud, voire internationale, pour booster le développement, selon elle. Et par rapport à cette 7e conférence des grandes chancelleries en fin d'après-midi hier mardi, un colloque a mobilisé les participants à cette rencontre autour de la question du mérite en Afrique précoloniale. Roger Appé, Léon Broukwame. Invité de la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France pour discuter de la question du mérite de tradition africaine, 3 experts, Maître Passeriti Tenga, Dr Mamadou Simaga et Dr Emilien Anikpo, identifient plusieurs systèmes traditionnels de reconnaissance du mérite. Les louanges du griot aux conquérants, aux meilleurs chasseurs ou cultivateurs, ou encore le trophée de l'agriculteur sénoufo ou les bébous fêtes de génération en pays adjoukou sont quelques exemples. Pour ces experts de Burkina Faso, Mali et Côte d'Ivoire, ces célébrations confèrent aux concernés certains privilèges qui font d'eux des exemples ou des modèles. Au total, la société traditionnelle, conclut-il, est vecteur de culture du mérite, mais ces systèmes sont en voie de disparition. Raison pour les experts de proposer l'accompagnement des chancelleries à celles des traditions encore attachées à ces pratiques. Mieux, ils proposent l'instauration dans chaque État d'une journée nationale du mérite. Il s'agira de se souvenir des systèmes traditionnels de valorisation de cette vertu. Moi, on me nomme officier de l'ordre national, on me nomme commandeur de l'ordre national. Mais si c'est une journée de mérite, reconnue par mon pays, je sais qu'en l'exprimant, tiré des racines de la tradition,
qu'on a reconnu, parce que si on dit la journée du mérite en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Mali, mais c'est le mérite national, le mérite des traditions, la reconnaissance de la valeur des ancêtres. Ce qui fait que cette journée, ce mérite serait en même temps reconnaître notre passé de valeurs, de traditions. Les exposants ont été rejoints par le public pour étayer leurs propositions avec l'exemple de la fête béninoise du Vaudou. Autre information dans cette édition, les assises de la jeunesse sont ouvertes ce mercredi ici à Abidjan. Les travaux portent sur le thème « Investis dans la jeunesse, un pari pour l'avenir ». Gabriel Zani. La 4e édition des assises de la jeunesse ivoirienne, c'est pour demain, mercredi 25 mars, au Palais des Sports de Treichville. Des organisations de jeunesse, les ministères en charge des questions liées aux jeunes, des chefs d'entreprise, présidents d'institutions et les jeunes seront présents pour discuter et débattre des sujets de formation-emploi, d'accompagnement des PME et d'accès des jeunes au crédit. Bref, autant de sujets que possible suscités par la question des jeunes. Mais avant, Hakim Lacoeur, jeune talent politique français, se prononce sur ces assises. Je crois que le premier point, c'est l'éducation. D'avoir une population qui puisse accéder au savoir, à l'apprentissage, aux universités, aux formations. Elle s'est faite aussi par un investissement de la jeunesse, un investissement dans différentes associations, un investissement dans l'entreprise. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est cette prise d'initiative et cette audace que doit avoir la jeunesse, que ce soit à Abidjan ou à Paris. Plus de 20 000 visiteurs et 200 organisations de jeunesse attendues pour ces assises devront expliquer ou comprendre pourquoi il est important d'investir dans la jeunesse. Pour Hakim Lacoeur, les décisions arrêtées au soir du 28 mars, date de clôture des travaux, devront être suivies et mises en application. Il ne faut pas se réunir pour finalement déblatérer autour d'une table. Il faut se réunir pour que finalement on en ressorte des solutions et surtout qu'on les mette en application. C'est ça le plus important. Les prix de meilleurs jeunes inventeurs, meilleurs entrepreneurs jeunes du parcours exceptionnel récompenseront les jeunes qui se distinguent déjà par leur travail au terme des travaux. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro pour parler de lutte contre les exploitants clandestins de mines d'or. La phase répressive a débuté et leurs matériels saisis ont été incinérés. Charles Tatou, RTI Boaké. Un environnement sain éloigne les populations des maladies telles que le paludisme, qui est la première cause de consultation médicale en Afrique. Le balayage et le nettoyage du milieu sont les seuls moyens pour éviter les maladies liées à la malpropreté. Certains villages n'adoptent plus ces bonnes pratiques d'antan. Golikro, village de la commune de Bouaké, n'échappe pas à cette triste réalité. La jeunesse de ce village a donc initié une journée de salubrité. Machette et tabac à la main, jeunes, vieux et femmes ont donné un nouveau visage à Golikro. Une initiative soutenue par l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. La jeunesse de Golikro s'est donc engagée à mettre en place un comité de salubrité. Au niveau de l'ANASUR, il y a un programme qui est destiné à ce genre d'opération. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour véritablement appuyer cette action qui a été initiée par ces villageois-là. Quand je vois les villages des autres sont vraiment propres. Donc c'est ce qui m'a motivé à motiver mes frères pour qu'on puisse nettoyer le village, pour qu'au moins, quand tu rentres dans le village, tu saches que tu es dans un village. Les habitants de Golikro ont été sensibilisés à séparer les sachets des autres ordures, à créer un abri poubelle, la construction de fosses septiques afin d'éviter que les eaux usées coulent partout dans le village. Et c'était le reportage de Kwadjo Kwame sur les habitants de Golikro qui ont été exhortés à entretenir un environnement sain pour éviter de nombreuses maladies dans leur village. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro pour parler de lutte contre les exploitants clandestins de mines d'or. La phase répressive a débuté et leurs matériels saisis ont été incinérés. Charles Tatou, RTI Boaké. La région du Bélier connaît un début d'opération de déguerpissement d'orpailleurs clandestins des sites miniers. Plusieurs équipements d'extraction d'or et de produits miniers ont été saisis. Il s'agit de concasseurs, de moulins, de broyeuses, de brouettes, de bidons, de seaux et d'outils de vannage.
Tout ce matériel provient de 42 sites d'orpaillage clandestins issus des différents départements de la région, à savoir Ateguakro, Yekanou, Tumodi, Tiebissou et Yamoussoukro. En présence du secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'industrie et des mines, Tambla Valabou, a incinéré les équipements des orpailleurs clandestins. Il promet de poursuivre l'opération pour freiner l'orpaillage illicite et son impact négatif dans les villages. Pour le secrétaire général de préfecture, les orpailleurs clandestins déséquilibrent l'organisation en place dans les villages et fragilisent la cohésion sociale. Il estime que leur présence, sans les procédures administratives, est un péril pour l'économie du pays, rappelant l'interdiction de l'orpaillage clandestin. La région du Bélier enregistre 65 sites d'orpaillage, dont 48 sont clandestins. La route qui relie Daloa et Boisflé, longue de 80 km, est dans un état de dégradation très avancé, si bien que les automobilistes ont des difficultés pour la parcourir. Le constat de notre reporter Eugène Atoubé. Le soleil s'est couché sur la ville de Daloa et à la gare routière, les petits cars de transport communément appelés Massa font leur plein de passagers. Destination Boisflé, Yamoussoukro et Abidjan. Ce sont les derniers départs à partir de cette gare et c'est toujours le cœur serré et dans l'appréhension que passagers et conducteurs vont effectuer le voyage. Au niveau de Daloa Boisflé là, la route est trop quali. Le tronçon Daloa-Boisflé est dans un état de dégradation extrême. Tout le parcours est jonché de nids de poules, parmi lesquels nombreux sont devenus des trous béants. Les automobilistes, à leur corps défendant, sont soumis à des exercices d'équilibristes. Les conducteurs de motos et de tricycles, très en vogue dans la région du Haut-Sassandra, n'y échappent pas. Les jeunes volontaires, attendant quelque générosité des usagers, ont beau jeu de remblayer le gros trou. Chaque mètre de ce tronçon Daloa-Boisflé reste pour l'usager un véritable supplice. Des crevasses, des trous à non point fini, c'est difficile. On est un peu inquiet parce que l'état de la route va nous faire prendre trop de temps. On est fatigué quand on finit ce parcours-là. C'est un vrai parcours du combattant. C'est un peu facile avec la moto que les véhicules. Avec la moto, on peut trouver des coins où il faut essayer de briller. Avec les véhicules, vraiment, on peut prendre 2 heures du temps, 3 heures du temps, Konaté dans l'eau. Bon, ça, c'est plus que 10 à 15 ans. Il y a longtemps. Mais maintenant, ça s'est empiré encore. À quand remontent les travaux d'entretien et de réfection de l'axe Daloa-Boisflé depuis son bitumage? À Daloa comme à Boisflé, on ne s'en souvient même pas. Seule certitude, les 80 km qui relient les deux chefs-lieux de région sont un véritable parcours du combattant. Il nous aura fallu mettre plus de 2h30 pour arriver à Boisflé, après 80 km. 21h avait déjà sonné, quand nous traversions le pont sur le fleuve Maraoué. Ce court instant de la traversée nous aura conforté à la beauté de l'ouvrage que le tronçon Boisflé-Daloa sera réhabilité très bientôt. Et changeons de sujet, le congrès extraordinaire du RDR, c'était dimanche dernier, congrès au cours duquel le président de la République, Alassane Ouattara, a été désigné candidat du RDR à la prochaine élection présidentielle. Le président du comité d'organisation de ce congrès, Adama Bictogo, fait le bilan de ce congrès. C'est avec Abou Sanogo. Pari de mobilisation réussi par le comité d'organisation du 3e congrès extraordinaire du RDR. Plusieurs milliers de délégués du parti ont plébiscité le président Alassane Ouattara comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Comme l'organisation l'avait promis, le palais des sports de Treichville a refusé du monde. 24 heures après sa tenue, le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, a au cours d'un point de presse exprimé sa gratitude à l'endroit de tous les militants et des partis alliés pour leur engagement. Pour lui, ce congrès avait l'allure du démarrage de la campagne du président Alassane Ouattara. À cette base militante déterminée, engagée, qui a fait preuve une fois de plus de la constance de son engagement, qui depuis 20 ans a toujours été aux côtés du président Alassane Ouattara, qui depuis 20 ans, cette base a toujours porté haut les couleurs du RDR.
cette base a su toujours surmonter les épreuves. Je voudrais leur dire merci. Le Rassemblement des Républicains entend donc maintenir sa flamme militante après avoir fait la preuve de sa capacité de mobilisation. Le 3e congrès est venu rappeler aux militants que dans 6 mois, nous devons réélire le président Alassane Ouattara. Ce congrès extraordinaire est venu rappeler aux militants que nous devons être une équipe soudée, solidaire. Ce congrès extraordinaire est venu rappeler aux militants que nous ne sommes plus seuls, que nous sommes dans une grande famille, composée du PDCI, du DPC, MFA et du RDR. Et que c'est cette grande famille qui va accompagner le président Alassane Ouattara. Le 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains était placé sous le thème « Tous rassemblés autour d'Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne ». Les éléphants de Côte d'Ivoire préparent les 2 matchs amicaux qu'ils vont disputer demain jeudi contre l'Angola et le samedi contre la Guinée équatoriale. Ils étaient au stade Félix Houphouët-Boigny pour cette préparation. Rappelons pour terminer que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé ce mercredi 25 mars à 8 heures locales, soit 6h30 temps universel en Turquie. Le chef de l'État va effectuer sinon une visite officielle de 4 jours dans ce pays, au cours de laquelle de nombreux accords seront signés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.